Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février qui, comme le book haul du mois de janvier, arrive juste super en retard sur ma chaîne. Donc le book haul du mois de janvier était un big book haul comme je l'avais appelé, tout simplement parce que je vous présentais 15 nouvelles séries. Et je me disais qu'en comparaison, le mois de février serait beaucoup plus soft, où la vidéo serait beaucoup plus courte, où je n'aurais que, allez, 4-5 séries à vous présenter. Et finalement, je me retrouve avec 13 nouveaux mangas. Il y a beaucoup de titres, vous allez voir, qui ne sont pas du tout des nouveautés du mois de février. Mais si je devais me trouver une excuse, je dirais qu'au mois de février, c'était mon anniversaire. Du coup, je l'ai un petit peu fait à ma manière en craquant sur des séries que je ne pensais pas acheter en ce mois de février. Donc vu que vous aviez bien aimé le côté je pioche un petit peu au hasard, je ne vous présente pas les séries dans tel ou tel ordre, je vais faire la même chose pour ce book haul. Tout d'abord, je vais vous parler du one shot Globule Une vie de lapin de Mame Moyashi, c'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Pets. Alors vous vous dites peut-être, mais what the fuck, pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que j'ai eu pendant 4 ans un lapin nain. Et j'ai eu l'occasion de lire l'extrait de Globule avant sa sortie. Et j'ai retrouvé des petites mimiques, des petits passages qu'en fait, voilà, qui me rappelaient mon lapin tout simplement. Donc en fait c'est un titre autobiographique puisque l'auteur, enfin, le personnage principal c'est Globule, mais c'est également le mangaka, donc c'est un pseudonyme, ce n'est pas son véritable nom, mais il a utilisé ce pseudonyme là pour cette œuvre. Et c'est tout simplement, comme on peut s'en douter avec la couverture, un petit manga tranche de vie où l'auteur va nous parler de son quotidien avec son lapin Globule, qui est le premier lapin qu'il a, donc il n'a pas trop l'habitude de gérer un lapin, de comprendre le comportement du lapin, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il est malade ou quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Ça a la particularité en fait de se lire, alors je sais pas si vous verrez bien, mais comme ceci, voilà, c'est pas vraiment des chapitres, c'est plutôt des petits gags, on va dire, voilà, qui peuvent faire une page maximum. Donc ça se lit, autant vous dire, assez rapidement, c'est un petit peu décousu d'ailleurs niveau scénario. J'ai trouvé ça juste adorable. Et puis bon, encore une fois, ça m'a rappelé tout bonnement mon lapin. L'auteur nous livre vraiment son quotidien avec ce lapin. Alors vous me direz, c'est un manga totalement dispensable, ça casse pas trois pattes à un canard niveau scénar, c'est sûr. Mais j'ai trouvé ça tellement adorable. Et puis bon, on avait vu des mangas sur des chats, des chiens, mais pas encore sur des lapins. Donc voilà, je le conseille vraiment à tous ceux qui sont fanats de ces bestioles ou qui sont tout simplement fanats des mangas animaliers. Même si je sais on en voit beaucoup et qu'on sait pas trop quoi prendre ou ne pas prendre. Je vais y arriver dans tout le flot de sorties niveau manga animaux. Mais bon, celui-ci pour moi c'était une évidence quand j'ai vu que ça allait parler de lapin, qu'en plus il n'y avait qu'un seul tome. Donc je le recommande pour ceux qui cherchent, voilà, une lecture toute mignonne et encore plus aux amoureux des lapins. Donc je continue avec le tome 1 de Jabberwocky de Masato Issa, c'est publié chez Glénat. Donc là je passe très vite dessus, je vous en ai fait une découverte manga qui m'avait été vachement demandée et qui finalement n'a pas vachement bien fonctionné au niveau des vues et des retours. Donc bon, en même temps je me doutais que c'était un titre assez particulier. Voilà, j'en parle suffisamment dans ma vidéo où je vous dis que rien qu'au niveau du chara design c'est très spécial et que je savais très bien que c'est le genre d'œuvre qui a pas un... Voilà, c'est pas un manga qui va attirer la plus grande masse du lectorat manga actuel, mais que ça avait le mérite d'être différent, d'être bien traité, d'avoir un sujet vraiment très prenant du début à la fin. Et puis voilà, ce chara design à la Sin City, personnellement j'ai beaucoup aimé. Je sais que beaucoup sont justement freinés par ce chara design un petit peu difficile à lire par moments, ce que je comprends totalement parce que c'était pour ça que je voulais pas commencer la série à la base. Donc il s'agit d'un seinen, du coup je vous parle même pas des dates de sortie. Terminé au Japon en 7 tomes et le tome 2 est prévu pour le 4 mars, donc quand vous aurez cette vidéo en fait le tome 2 sera sorti, mais bon c'est pas grave. Le tome 3 est prévu pour le 20 mai, donc moi c'est vraiment un titre auquel j'ai finalement beaucoup accroché. Je compte commencer Area 51 qui est une autre série de l'auteur qui paraîtra début mars. Dont je vous parlerai probablement dans le book haul de mars. C'est un univers qui m'a beaucoup plu et qui est un petit peu différent de ce que j'ai eu l'habitude de lire ces derniers temps. Donc rien que pour ça, je vous recommande la série. Dans un tout autre registre, mais là encore il s'agit d'une sortie de février qui n'était pas prévue dans ma wishlist de février justement, puisqu'il s'agit de l'anime comics de Dragon Ball Z Battle of Gods, donc une histoire originale d'Akira Toriyama, éditée par Jump Comics au Japon et par Glénat en France. Alors
pourquoi m'être finalement penchée sur cette anime comics alors que je vous avais dit que les anime comics de Dragon Ball Z, je les avais arrêtés? Et bien tout simplement parce que j'en avais vu une chronique vidéo de Salvarian. Donc Romuald, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo à propos de ce tome-là dans ma barre d'infos. Et il en a parlé tellement bien que je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, il n'y a qu'un seul tome. Je vous montre quand même en comparaison les autres anime comics qui sont sortis chez Glénat. Je vous montre un petit peu la différence au niveau de l'épaisseur. Voilà, parce que ceux-là sont un petit peu... Enfin, ils sont dans les 7 euros, 7-8 euros, enfin... Ils sont tout de même assez chers. Celui-ci est vendu au prix de 9,60 €, mais bon, comme vous pouvez le voir, il est juste vachement épais. Donc pour le coup, les 9,60 €, ils sont très largement justifiés. Niveau dessin, bah, c'est un anime comics, donc c'est tout simplement des... comment vous dire, des screenshots, je pense, du film. Film que je n'ai pas vu, mais du coup... Vu que l'anime comics m'a beaucoup plu, je pense me faire le film prochainement. Donc voilà un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Vous vous en doutez en voyant la couverture, Goku atteint un autre niveau de Saiyan. Voilà, alors ce n'est pas 4, 5, 6, 7, 8, hein, on parle de quelque chose de différent. Mais quelque chose qui personnellement m'a beaucoup plu, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongée dans l'univers de Dragon Ball. Donc le film est sorti, voilà l'affiche du film d'ailleurs. Ceux qui ne l'auraient pas vu. Et donc là on a à la fin une petite publicité à propos du film qui est sorti en DVD et en Blu-ray au mois de février. Ça tombe bien comme par hasard que cet anime comics sorte en même temps que le DVD. Donc je sais que c'est assez particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, on peut ne pas trouver du tout d'intérêt à ce genre de choses. Je le conseille plus, disons, aux fans purs et durs de Dragon Ball et qui voudraient vraiment un ouvrage de plus d'Akira Toriyama dans leur mangatech. Alors ensuite, j'ai commencé la série Noragami de Adachi Toka, c'est publié chez Pika. Donc les 2 premiers tomes ont fait l'objet d'une découverte manga, donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, mais bon, je rentre suffisamment en détail sur ce que j'ai pensé de ces 2 premiers tomes. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de parus, le tome 3 est prévu pour le 1er avril et le tome 4 pour le 3 juin. Donc Noragami, c'était encore une fois vraiment la série que je ne voulais pas commencer parce qu'il y avait beaucoup trop de tomes, toujours en cours au Japon, et que j'avais pas spécialement adhéré à l'extrait que j'en avais lu, et que j'ai complètement craqué dessus, complètement, oui, par hasard, à Clermont-Ferrand, et je ne regrette vraiment pas de m'être plongée dans la série parce que finalement c'était une très belle découverte. Donc il existe un anime... que je ne suis pas, qui, voilà, encore une fois, les animes, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai vraiment pas le temps pour cela. Je préfère juste me plonger le soir dans une lecture avant d'aller me coucher plutôt que de me lancer dans un dessin animé. Tout simplement, bon, ça me regarde. C'est une série que je vous recommande, même si je sais que quelques-uns, enfin j'ai lu un petit peu les retours que j'ai eu à propos de cette série. Je sais que certains n'ont pas été très convaincus. Mais bon, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a un extrait gratuit en ligne, il me semble même que je l'avais partagé dans ma vidéo. Donc ça peut être une occasion de voir si vous adhérez au dessin et à l'univers de l'auteur. Ensuite, j'ai commencé la série Minuscule de Takuto Kashiki, c'est publié chez Komiku. Donc là, il s'agit d'un seinen toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus. Et le tome 2 est prévu en France pour le mois de mai, il me semble, j'ai pas noté la date. Donc Minuscule, je sais que beaucoup sont sceptiques en voyant les couvertures en se disant ouais ça a l'air super kids, super comment dire Kodomo. Alors il ne s'agit vraiment pas d'un Kodomo, que ce soit au niveau du chara-design ou de l'histoire. Donc je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. Je vous montre le dos qui est vraiment pas mal du tout. Alors oui, petite parenthèse à ce sujet parce que je sais qu'on m'a fait la réflexion, donc du coup j'en profite pour en parler en vidéo. Ceci est la première de couverture, ceci est la 4e de couverture et ceci est le dos du livre. Voilà, il ne s'agit pas de la tranche. Alors je sais que j'étais la première à faire l'erreur à appeler ça la tranche, mais la tranche c'est ça. Voilà, ou ça. C'est quand on voit les pages. Quand on voit pas les pages, ça s'appelle le dos. Donc je sais, ça va vous paraître bizarre maintenant que je dise le dos du manga, mais c'est le dos du manga. Je me suis rendu compte un petit peu en regardant des vidéos de booktubers que tout le monde appelait ça le dos. Je me suis dit what, pourquoi? Et en me renseignant un petit peu tout simplement en allant sur Google, et bien je me suis rendu compte qu'effectivement c'était le dos et non la tranche, que en fait la tranche c'est ça.
Voilà, donc petite parenthèse totalement inutile, mais pour que vous compreniez pourquoi à présent je parle de dos et non plus de tranche. Ce tome 1 de Minuscule, je l'ai trouvé vraiment très mignon, mais j'étais totalement sûre de commencer la série parce que c'est vraiment un univers qui me plaisait beaucoup, de suivre ces deux petites filles qui sont minuscules, donc puisqu'elles font 9 cm, il me semble, quelque chose comme ça, qui vivent dans la forêt, et donc voilà, on va suivre tout simplement leur quotidien dans cette forêt, leur rencontre avec différents animaux de la forêt, tout ça. Voilà, niveau scénario, c'est du tranche de vie, vraiment tout choupinou, avec beaucoup d'humour. C'est vraiment très touchant. Ben voilà, après, vous n'avez pas un scénario entre guillemets en béton armé derrière avec une intrigue de malade. Non, clairement, c'est pas ce genre-là. Mais personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte d'avoir le tome 2 et puis bon voilà, juste les couvertures et le travail d'édition que je trouve vraiment top, voilà. Je pense pas que la série fasse 40 tomes au final et voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon et c'était à coup sûr que ça allait finir dans ma mangatech. Ensuite j'ai commencé la 3e saison de la saga King's Game puisqu'il s'agit de King's Game Origin de Nobuaki Kanazawa et Jita Yamada. Encore une fois je ne sais vraiment pas comment se prononce le nom du dessinateur et c'est toujours publié chez Kiyun. Comme Noragami et Jabberwocky, je passe très vite dessus, j'ai fait une vidéo sur King's Game assez récemment. Voilà ma deuxième vidéo sur King's Game, vidéo que je sais que pas mal de vous attendiez pour savoir est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette saison 3. Donc mon avis dans cette vidéo, encore une fois, en plus détaillé, mais je vous dirais tout simplement que personnellement j'ai beaucoup apprécié ce tome 1. Alors encore une fois, il faut prendre King's Game comme ce que c'est, c'est-à-dire un divertissement qui est toujours en cours avec 3 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 9 avril. Je ne m'attends pas à avoir un roi plus convaincant que les 2 premières saisons, ça va, je me suis fait une raison. Les 2 premiers rois étaient totalement what the fuck. Je m'attends à un roi totalement what the fuck à la fin de cette saison 3, qui est plus ou moins la saison 0, je dirais, avec le terme origin. Mais bon, personnellement, voilà, c'est une relation amour-haine avec cette série, et c'était sûr que j'allais me lancer dans cette saison 3, malgré le fait que j'avais un avis assez mitigé sur ce que j'avais déjà lu de King's Game. Donc je n'ai pas vu, on m'a demandé si j'avais vu le film King's Game, il me semble. Je ne lis pas les romans King's Game, je ne m'intéresse pas s'il y a des adaptations en film, en anime ou en quoi que ce soit. Je me tiens vraiment juste au manga. Je pense que ça suffit d'ailleurs avec King's Game, même si apparemment les romans sont de bonne qualité. Ils sont publiés chez les éditions Lumen à ce sujet. Voilà, moi je me consacre là-dessus, c'est amplement suffisant pour moi. On m'a demandé aussi, donc j'y réponds dans cette vidéo, même si entre temps j'aurais sûrement répondu à la personne en commentaire, mais si ça peut servir à d'autres personnes, autant le dire en vidéo. On m'a demandé si on peut commencer par cette saison 3, si on n'a pas lu les 2 précédentes saisons. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit très dérangeant, dans le sens où là on est aux origines, c'est-à-dire que c'est vraiment le tout premier jeu King's Game. Donc finalement, si vous ne savez pas trop en quoi ça consiste... allez, c'est pas bien méchant, même si c'est sûr, il y a un fil conducteur entre les 3 saisons de King's Game qui apparemment va comporter, si on a bien compris, 7 saisons. Voilà, alors c'est un peu flou parce qu'il faut aller sur le Wikipédia japonais pour voir un petit peu de quoi il s'agit, mais apparemment il y aurait pas mal de saisons de prévues pour King's Game, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, je m'égare, on peut... je pense, alors c'est compliqué pour moi de vous dire oui, vous pouvez vous lancer dans Origins sans problème, parce qu'étant donné j'ai les 2 premières saisons en tête, plus ou moins en tête, du coup pour moi ça me semble dispensable, mais après si j'avais pas les 2 premières saisons en tête, peut-être que je vous dirais pas ça. Alors, je veux dire, on retrouve aucun personnage des 2 premières saisons, ça, sachez-le bien. On parle vraiment des personnages qui étaient avant ceux qu'on voit dans les saisons 1 et 2, il faut bien comprendre que ça se passe bien longtemps avant. Donc why not, hein, si vous préférez vous lancer là-dedans plutôt que dans les 2 autres saisons, à votre guise, et même à la limite, vous pouvez vous trouver des résumés bien spoilants des 2 premières saisons, juste pour capter ce qui s'y passe, et quels étaient les rois dans les saisons 1 et 2, je pense que c'est amplement suffisant pour comprendre King's Game de toute manière. Ensuite, je me suis procuré le 2e guide de l'attaque des titans, donc le guide Outside de Hajime Isayama, publié chez Pika. Donc pour rappel, le premier guide Inside était sorti il y a de cela quelques mois, je vous l'avais présenté dans une vidéo, je ne sais plus, What's New, ou in my mailbox à l'époque peut-être, je ne sais plus. Et le guide Inside par contre est un tout petit peu spoilant si vous n'étiez pas à jour au niveau lecture à l'époque. Voilà, je crois que je ne l'avais pas précisé parce que c'est des guides que j'achète mais que je ne lis pas spécialement sur le coup, donc du coup je ne peux pas dire si c'est vraiment spoilant. Mais le tome d'Inside est un tout petit peu spoilant si vous n'étiez pas au tome 9 ou 10, il me semble, je ne sais plus trop, mais bon, maintenant si vous êtes à jour au niveau lecture c'est plus un problème. Voilà, donc toi je te remets à ta place.
Et donc ce guide Outside, autant vous dire, je ne l'ai absolument pas lu. Enfin, c'était évident pour moi de me prendre le second guide de l'Attaque des Titans, étant donné que je suis assez fan de la série. Mais je n'ai qu'à peine feuilleté ce guide Outside. Alors pour ceux qui se demandent de quoi ça parle, voilà, si vous regardez le tome en librairie, vous avez tout simplement tout son contenu qui est marqué sur la 4e de couverture. Donc très brièvement, qu'est-ce qu'on y retrouve? 54 pages de la première ébauche de l'Attaque des Titans, 20 œuvres et personnes qui ont inspiré l'auteur, le titan colossal à construire soi-même en papier. Donc, si vous me demandez, mais what? Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en gros, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai vraiment pas tenté la construction du titan colossal. Donc voilà hein, ce que ça donne au niveau construction. Pourquoi pas. Il y a également une histoire sur Levi, une histoire, un chapitre sur l'auteur lui-même, les dessous du manga raconté par l'éditeur, des illustrations, le livre blanc de l'armée contenant une analyse complète des organismes militaires, blablabla. Bref, c'est vraiment des guides que je considère un petit peu comme des making-of de la série, tout simplement. Donc je ne sais pas si making-of se dit vraiment pour un livre, mais vous avez compris l'idée, c'est un petit peu les dessous de la série. C'est totalement dispensable, encore une fois, comme tout guide. C'est complètement indispensable. Je veux dire, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien comprendre la série principale. Vous passez totalement de ce guide, mais bon, si vous êtes fan, si vous voulez approfondir un petit peu votre lecture de l'Attaque des Titans, ou tout simplement avoir tout ce qui sort de l'Attaque des Titans dans votre Mangatech, eh bien pourquoi pas acheter ce guide qui est à 8 € et des brouettes. Ce tome est à 8,50 €, je m'y retrouve dans mes notes, ce qui est un tout petit peu cher par rapport à la série principale qui est à 6,95 € je crois. Donc voilà, c'est un tout petit peu cher. Bon après, si vous êtes fan de l'Attaque des Titans, pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai commencé la série et là, gros doute sur la prononciation du titre. Donc je tiens à le dire de suite, hein, j'ai un gros doute sur sa prononciation. Donc High School DxD. Je ne pense vraiment pas qu'on dise le X au final parce qu'il me semble que on ne dise pas Hunter x Hunter. Voilà, je crois que c'est Hunter Hunter dans la vraie prononciation. Donc je crois que ça serait High School DD ou DD. Non, DD ça fait vraiment trop bizarre. Donc n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vous savez comment ça se prononce. Donc scénario et dessin de Hiroji Mishima, une idée originale de Issei Ishibumi et un character design, oui rien que cela, 3 personnes pour la même œuvre, de Zero Miyama. C'est publié chez Panini Manga. Voilà. Alors là j'en vois déjà, je les lâche un petit peu, whoop, voilà. J'en vois déjà qui vont me dire attends, tu commences un titre chez Panini Manga, mais t'arrêtes pas de dire Panini, c'est nul et tout ça. Oui, complètement. La série ne m'a pas réconcilié avec les éditions Panini, très très loin de là. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et miracle, on a une date pour le tome 7 en France qui est prévue pour, si je notais les choses correctement, je m'y retrouverai, pour le 10 juin. Alors prenez cette date comme une date annoncée par Panini, c'est-à-dire un truc vraiment pas sûr du tout. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai acheté les 6 premiers tomes de la série, donc je vous montre très vite les couvertures. Couverture du tome 1, couverture du tome 2, couverture du tome 3. Voilà, les couvertures je les trouve assez sympas dans l'ensemble. 4, 5 et 6. Alors pourquoi avoir tenté l'aventure High School DxD, je vais m'en tenir à DxD pour cette vidéo, tout simplement parce que là encore j'en avais vu une vidéo de Selvarion, donc Romuald le retour, qui m'avait convaincu de me plonger dans la série, alors que ça allait à mon encontre dans le sens où c'est du Panini Manga et moi tout ce qui est Panini je le fuis comme la peste. Mais voilà, en gros il disait que ça parlait de démons, d'anges et d'anges déchus. Et je me suis dit, pourquoi pas. Alors en plus, certes il y a ce côté ecchi évident, ce côté fanservice qu'on ne peut pas nier rien qu'en voyant les couvertures. D'ailleurs c'est assez évident, voilà, hein, on va pas se le cacher, ça va parler de ça. Et en fait, donc on va suivre le personnage de Issei qui va se faire assassiner par sa copine et qui était en fait une démone. Alors un ange déchu ou une démone. Il semble que c'était une démone. Et au moment de mourir, en fait, il va invoquer sans trop le vouloir Rias, que vous voyez sur la couverture, qui est une démone, elle par contre. Et elle va le sauver parce qu'en fait il a une relique sacrée en lui. À partir de là, il va devenir un démon et il va n'avoir plus qu'un seul but. Donc il se retrouve être le serviteur de Rias, mais ça,
peu importe. Il va avoir un seul but dans la vie, ce n'est pas de devenir le démon le plus puissant, ce n'est pas de revenir à sa vie d'avant, c'est tout simplement de se constituer un super méga harem. Voilà, alors vous allez dire, waouh, le super objectif du super héros. Vous l'aurez compris, Issei n'a rien d'un héros, c'est un lâche doublé d'un pervers, donc c'est vraiment pas le gars pour lequel on aura la moindre empathie pendant tout le manga. Pour être honnête, je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, j'ai pas eu le temps de lire les 5 autres tomes, mais si ça vous intéresse, je vous parlerai du tome 7 quand celui-ci sortira dans un update lecture, et ça sera pour moi l'occasion de vous dire de ce que j'ai pensé des 6 premiers tomes, si vous voulez peut-être un avis sur les 6 premiers tomes. Je ne consacrerai pas une vidéo entière à cette série, non pas que la série ne vaille pas le détour, d'ailleurs si le manga vous intéresse pas, il y a un anime, hein, je préfère prévenir, non pas que la série ne vaille pas le détour, mais Panini Manga ne vaut vraiment pas le fait que je fasse une vidéo à son sujet. Donc côté édition, vous vous en doutez, je ne suis pas ravie de l'édition de Panini. Pourquoi? Vous allez dire, mais attends, quand même, il y a une superbe page couleur au début du manga. Oui, je suis d'accord, il y a une page couleur. Juste, vous vous en rendrez pas compte en vidéo, en fait. Il faudrait que vous le voyez en librairie. C'est limite du papier calque, cette page couleur. Je veux dire, quand on a des pages couleur sur papier glacé en début de tome, c'est minimum du papier un poil plus épais que ça, tout de même. Là, je veux dire, on n'est pas loin de la feuille calque, donc la qualité n'est pas top, et je pense que ça se voit, enfin, sûrement en vidéo, mais c'est jaune. Voilà, on a acheté du papier qui est déjà jauni, donc peut-être que là vous verrez un petit peu mieux, enfin, je ne sais pas si avec la luminosité vous vous rendrez compte que ça c'est blanc, et ça c'est jaune. Voilà, peut-être si je peux vous trouver un autre truc, ce que j'appelle jaune, ce que j'appelle blanc. Voilà, peut-être que ça sera plus évident en vous montrant les choses ainsi, que vous compreniez un petit peu ce que j'appelle qualité pourrie de papier Panini, mais bon, c'est pas la première fois. Ici, j'ai pas eu le problème, je vérifie tout de même, de l'encre qui reste sur les doigts, parce que oui, dans les nouvelles acquisitions que j'avais fait de Panini l'année dernière, du genre The End of the World, qui est un très bon shoujo, même si j'étais dégoûtée par la fin, vous avez l'effet encre qui va vous rester sur les doigts quand vous lisez le manga. Je trouve ça juste horrible, dégueulasse au passage, mais bref, passons, c'est un problème récurrent avec Panini Manga, en plus d'avoir des reports et des arrêts de série juste pas possibles, sans aucune communication à leur sujet. Voilà, donc vous l'aurez compris, High School DxD, j'aurais du mal à vous dire lancez-vous dans la série, c'est génial. Si vous avez la curiosité, si ce genre de synopsis voilà, vous plaît bien, essayez la série, essayez peut-être l'anime également, mais je peux vraiment pas vous le vendre en vous disant c'est côté édition, c'est génial, ça vaut vachement son prix. Les tomes sont à pratiquement 8 €. Et donc voilà, je veux dire, bon, autant les couvertures, bon les couvertures ça va, rien à dire de ce côté-là, bon, on va pas chipoter non plus, mais à l'intérieur je suis pas très contente niveau édition. Ensuite je vais vous parler très rapidement du tome 1 de Ladyboy vs Yakuza, l'île de désespoir de Tashifumi Sakurai, publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Pourquoi j'en parle très rapidement? Eh bien tout simplement parce que je vous en ai fait une découverte manga ultra récente, donc je vous y renvoie si vous voulez mon avis à propos de ce tome 1 que j'ai juste trouvé génialissime, mais je n'avais aucun doute quant au fait que la série allait me plaire. Voilà, c'est très perché, c'est très particulier, ça plaira pas à tout le monde. Encore une fois, c'est pour public averti. C'est un humour que peut-être certains n'apprécieront pas, vont trouver trop crade. Oui, c'est assez trash, ça c'est crade par moment. Donc personnellement, je suis complètement fan de ce tome 1, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le tome 2 est prévu pour le 23 avril. Donc je vous le présenterai bien évidemment dans un update lecture courant avril ou courant mai. Voilà, ça dépend si mes vidéos sont encore décalées ou pas, mais d'ici le mois d'avril, j'espère que tout de même j'aurai un rythme un peu plus cohérent avec les mois et les sorties. Ensuite, alors là, vous allez me dire, mais tu passes du coq à l'âne, tu passes d'un truc what the fuck à un truc tout choupinou avec des chats. Oui, cette vidéo est totalement décousue. Donc je vais vous parler du tome 1 de Kulo, un cœur de chat de Sugisaku. C'est publié chez Kana dans leur collection Made in. Kulo, un cœur de chat, je l'avais repéré depuis que Kana en avait fait l'annonce. Je me disais ça a l'air trop choupinou, voilà, rien que vous voyez la couverture vous trouvez ça trop choupinou, c'est obligé. Donc la série est terminée au Japon en 5 tomes et le tome 2 est prévu pour le 7 mai. Donc le rythme de parution est un tout petit peu lent, mais bon ça peut se comprendre, c'est pas le titre qui va faire la une des éditions Kana, loin de là. Donc vous voyez peut-être sur le petit bandeau publicitaire, mais il y a une offre, l'offre Chachou, qui est de février au mois de juillet. Et en fait, ce tome 1 est pris de 9,90 € au lieu de 12,70 €.
donc vous économisez tout de même un tout petit peu de sous, et donc c'est intéressant de commencer ce tome 1, enfin de commencer la série du moins quand elle est à ce prix là. Donc en plus, comme vous pouvez le voir, vous avez une planche de stickers à la fin du tome, donc je vous la montre. Voilà, je ne l'ai pas décrochée, elle est à la fin du tome. Alors je ne l'ai pas décroché tout simplement parce que j'en ai eu un double en librairie, donc voilà ce que ça donne au niveau des stickers. J'espère que vous verrez bien. C'est juste vraiment super super mignon. Et j'ai eu également, avec l'achat de ce tome 1, l'extrait. Alors j'ai pas trop compris, pourquoi tu me donnes l'extrait alors que je viens acheter le tome 1, j'ai pas compris. Voilà, vous avez l'extrait et vous avez la couverture du tome 2. Voilà, ça permet au moins de découvrir la couverture du tome 2. Colo, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça va nous parler, comme on s'en doute bizarrement, d'un chaton, de la vie de ce chaton Colo, qui est abandonné dès le départ avec ses frères et sœurs, qui va se trouver un petit peu par hasard un propriétaire qui va s'en occuper. Et on va suivre l'évolution de ce petit chaton voilà, dans son quartier, les différentes rencontres de chats et d'humains qu'il va faire. Donc de ce côté-là, vous allez me dire, ouais, ça ressemble vachement à Chi tout de même. C'est effectivement ce à quoi je m'attendais en commençant la série, c'est-à-dire à quelque chose de tout doux, tout choupinou, adorable, avec ce petit chat qui découvre la vie, avec beaucoup d'humour, de légèreté. Et j'ai vite déchanté en fait. Voilà, alors non pas que ça soit nul, que j'ai pas du tout aimé ma lecture, très loin de là, mais je m'attendais à quelque chose de tellement plus gai, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais en fait c'est un manga déprimant. Non, mais disons que c'est un manga qui se veut un petit peu réaliste, je sais pas si c'est vraiment un terme qui convient, à propos de la vie d'un chaton en ville. Donc déjà je vous montre les pages couleurs qu'il y a au début sur papier glacé qui sont vraiment magnifiques. Alors niveau lecture c'est un petit peu particulier. Dans le sens où, voilà, je vais vous montrer, j'espère que vous verrez bien. Là, vous avez le nom du mini chapitre, on va dire, vous avez l'histoire. Et la page d'après, je vais y arriver. Voilà, la mini-histoire se finit là, et là, c'est une autre histoire. Donc on a vraiment des mini-histoires comme cela. Niveau dessin, mais je trouve ça complètement génial. Là, pour le coup, ça ressemble pas trop à ce qu'on a déjà vu de manga niveau animalier, où c'est des traits arrondis... assez lisse, je dirais. Et là on est vraiment dans quelque chose d'assez spécial, mais que j'ai vraiment trouvé trop mignon. Mais voilà, je m'attendais vraiment à un titre extrêmement léger, voilà, bon, sur un chaton comme ça ne peut être qu'adorable. Alors il y a une part de côté adorable, voilà, du chaton et tout, mais ça traite vraiment du côté dur de la vie du chaton qui dès le départ il est abandonné. Et qu'est-ce qui se passe pour un chaton abandonné dans la rue? Deux options, soit il va trouver un gentil humain qui va le nourrir, prendre soin de lui, l'emmener chez lui ou quoi. Et il y a ceux qui n'ont pas cette chance-là, qui vont mourir de faim, mourir écrasés par une voiture. C'est complètement horrible, mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Tous les chats dans la rue n'ont pas la chance de trouver quelqu'un qui va s'occuper d'eux, les ramener chez eux, les pucer, vacciner, stériliser, ce que vous voulez. Et certains ont un destin tragique. Et c'est ce qu'on voit là-dedans. Et je m'y attendais vraiment pas à ce que l'auteur... nous montre des choses pas très gaies. Alors après, Colo, il lui arrive pas que des trucs bien. Je perds ma voix. Il lui arrive pas que des trucs bien parce que parfois, ben oui, les humains, ça va prendre soin de vous, mais ça va prendre aussi des choix à la place de l'animal, parce qu'en même temps, ben, l'animal, il va pas prendre le choix de s'auto-stériliser, hein, voilà, si l'humain n'y pense pas, le chat ne va pas le faire. Il va des fois lui priver un petit peu de sa liberté, l'empêcher de faire ce qu'il avait l'habitude de faire de manière naturelle, c'est-à-dire la chasse, chasser certains animaux et tout. Les problèmes de conflit entre chats, voilà, quand tu as la saison des amours ou des conflits un petit peu de territoire. Et là, on voit que c'est un monde sans pitié, parce que finalement, les chats sont cruels entre eux, même s'ils sont dans la même... c'est un peu bizarre de dire comme ça, misère sociale. C'est bizarre de dire ça pour des animaux, mais vous avez compris l'idée, dans le sens où ils sont tous plus ou moins dans la galère de trouver à bouffer, trouver un toit, etc. Et ça va pas les empêcher de se créer des soucis de territoire, de chats. C'est vraiment un titre que je vous recommande si vous aimez, si vous aimez les bestioles, hein, parce que de toute manière c'est comme Globule, si vous aimez pas les bêtes, vous lancez pas là-dedans, vous n'allez pas du tout apprécier votre lecture. Mais ne le prenez pas comme le titre tout choupinou, tout mignon, tout ça, comme Chi, parce que pour le coup vous allez complètement déchanter, même si c'est encore une fois une très bonne lecture. Alors ensuite j'ai commencé sans commencer, vous allez vite comprendre pourquoi, la série Chocolat et Vanilla de Moyoko Hana, c'est publié chez Kurokawa. Alors pourquoi j'ai commencé la série sans la commencer? Je m'explique. Et bien tout simplement parce que là il s'agit de l'édition anniversaire des 10 ans de Kurokawa. Donc pour ces 10 ans, Kurokawa a refait les couvertures de 3 séries. Donc
Chocolat et Vanilla, Solitaire et Senseiya The Lost Canvas. Et en fait, pour l'achat de 2 tomes des éditions Kurokawa dans les librairies participantes à l'opération, encore une fois, il ne s'agit pas de vous dire où vous pouvez l'avoir, il suffit de demander à votre libraire est-ce que vous faites l'opération 10 ans Kurokawa, s'il l'a fait, s'il l'a fait pas, s'il l'a fait plus. Donc c'est une opération de janvier, qui a commencé en janvier jusqu'à fin mars. Donc voilà, ça se termine bientôt. Le truc, c'est que j'ai pas acheté 2 tomes des éditions Kurokawa, enfin en tout cas pas le jour où j'ai eu ça. C'est tout simplement, je l'ai eu à Alpha BD à Nice, donc je remercie Fabien de m'avoir laissé choisir un des 3 tomes. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Eh bien tout simplement parce que j'ai déjà les 25 tomes de Solitaire et tous les tomes de The Lost Canvas, et que je voulais avoir l'occasion de me lancer un petit peu dans Chocolat et Vanilla, dont je vous avais parlé dans une vidéo extrait manga, je sais tout pas il me semble. Oui. Et je vous avais dit que j'avais déjà bien apprécié la lecture de mon extrait, et que ça m'a surprise dans le sens où voilà, c'est du shoujo tout mignon avec des sorcières et tout, mais bon, c'est clairement un public jeune qui est visé. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1 qui m'a vraiment donné envie de me procurer la suite. Donc la série est terminée en France en 8 tomes. Le 8e tome est sorti au mois de... Il est sorti en 2008, il est sorti il y a vachement longtemps, donc tous les tomes de la série sont disponibles si celle-ci vous intéresse. Je suis désolée si à ce moment de la vidéo vous vous rendez compte que le cadrage et surtout la luminosité sont différentes, mais tout simplement la batterie de mon appareil photo m'a bêtement lâché. Du coup j'en reprends le tournage où je l'avais laissé, enfin je crois à peu près. Donc il me semble que je vous montrais la couverture de l'édition spéciale du tome 1 de Chocolat et Vanilla, que je trouve vraiment magnifique et beaucoup plus belle même que la couverture du tome 1 qui me semble la couverture du tome 1 classique, c'est celle-ci. Donc voilà, mon avis sur la série n'est pas encore arrêté, je ne sais vraiment pas si je vais la continuer, mais si je la continue, peut-être que j'en reparlerai du coup sur ma chaîne. Ensuite, je me suis lancée dans la série Yona, Princesse de l'Aube de Mizuo Kusanagi, c'est publié chez Pika dans leur collection Chojo. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté tous les tomes de paru, je n'ai encore lu aucun de ces tomes, je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire, mais vous aurez une vidéo consacrée à Yona, ça c'est pratiquement sûr, que ça soit un coup de cœur ou une chronique, ça sera courant le mois d'avril ou au mois de mai si j'ai vraiment pas le temps au mois d'avril. Donc je vous montre tout de même les couvertures qui sont vraiment juste magnifiques. Donc la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, celle du tome 3, le tome 4 et le dernier tome paru, le tome 5. La série est toujours en cours au Japon, ce qui m'avait d'ailleurs pas mal rebuté à me lancer dans cette série, avec 17 tomes toujours en cours. Le tome 6 est prévu pour le 15 avril, donc à mon avis quand je ferai la vidéo sur Yona, le tome 6 sera sorti, comme ça je l'inclurai dans cette vidéo. Et le tome 7 est prévu quant à lui pour le 17 juin. Pourquoi avoir finalement craqué pour Yona? Eh bien tout simplement parce qu'on m'en a pas mal parlé voilà, sur Facebook. On m'a dit que la série valait franchement le détour, que j'avais tort de ne pas me pencher dessus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de tomes toujours en cours au Japon. Il y a un anime, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a un anime dérivé de la série, ce qui peut être toujours une alternative si vous n'avez pas envie d'investir dans beaucoup de tomes. Donc en fait ce qui a fait tilt et qui m'a fait finalement commencer la série, même si j'en avais franchement très envie, c'est ce que le vendeur m'en a dit pour me convaincre qu'il fallait donc que je la commence. Et, en fait j'ai demandé s'il y avait des similitudes avec des séries que j'avais déjà lues. Alors je me doutais que ça ressemblait un petit peu dans l'idée à La Fleur Millénaire, dans le sens où c'est une série faussement historique où l'héroïne est une femme. Voilà, ça change un petit peu d'avoir des femmes en arrière-plan. Là, la femme est devant, et en plus c'est une femme forte, voilà, qui se bat, comme un petit peu Bright Stories d'ailleurs, dans le même ordre d'idée. Et c'était aussi, il m'a dit, un mélange avec Kenshin. Non pas que vous allez y retrouver quelque chose de vraiment semblable à Kenshin, mais c'est pas évident là dans ce tome. Je ne sais plus quel tome j'ai regardé, mais en fait la coupe de cheveux du personnage principal, c'est trop Kenshin quoi en fait. Ce sera sûrement la seule similitude avec Kenshin, si ce n'est qu'on a un univers un petit peu samouraï. Il me semble, j'ai peur de dire une bêtise parce que franchement je ne me suis pas trop penchée sur le synopsis de la série. Et voilà, encore une dernière illustration parce que franchement niveau dessin c'est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de me plonger dans la série. Donc voilà, je vous montre la quatrième de couverture qui est franchement très sympathique aussi. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo consacrée à son sujet au mois d'avril, j'espère, au plus tard au mois de mai. Et enfin niveau nouvelle série, j'ai commencé Dusk Maiden of Amnesia j'ai une très gros doute à propos de la prononciation de l'auteur, Maybe ou Maybe. Maybe.
ça se prononce en japonais ou en anglais, je ne sais vraiment pas. C'est publié chez Kana dans leur collection d'Arcana. Donc il s'agit d'un shonen terminé au Japon en 10 tomes. Le tome 6 est prévu en France pour le 3 avril et le tome 7 pour le 19 juin. Donc là pareil, quand je vous ferai la vidéo sur Dust Maiden, le tome 6 sera sûrement sorti et il sera inclus du coup dans la vidéo. Donc pourquoi j'ai craqué finalement pour la série alors que j'avais toujours dit que non, je ne la tenterai pas? Eh bien à cause de ce pack. Voilà, j'ai vu ce pack et ce pack m'a convaincu que c'était un signe qu'il fallait commencer la série. Donc qu'est-ce que ce pack? Il s'agit d'un pack regroupant les 3 premiers tomes de la série au prix de 14,90 €. Sachant que les tomes sont à... non, je ne vais pas me tenter le prix des tomes. Je crois que c'est 7,45 €, mais j'ai un doute. Bref, voilà. Donc en fait, vous avez le tome 1 qui est gratuit. Je ne sais pas si vous verrez bien le petit macaron. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Mais me connaissant, si j'adhère, je vais être dégoûtée de m'arrêter au tome 3. Du coup, j'ai pris les tomes 4 et 5. Donc je vous montre les couvertures du tome 4 et les couvertures du tome 5. Et je trouve que les 5 dernières couvertures de la série sont vraiment les plus belles selon moi. Voilà, j'ai regardé rien que la couverture du tome 6 et la couverture du tome 10 sont vraiment magnifiques. Donc comme vous le voyez, c'est toujours sur plastique, sous plastique. Je ne l'ai vraiment pas commencé. Mais comme Yona, j'ai vraiment hâte finalement de me plonger dans cette lecture dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé en bien et en mal. Là par contre j'ai des avis très positifs et j'ai des gens à côté qui me disent moi je revends les tomes parce que ça ne me plaît vraiment pas. Donc j'ai un petit peu peur que ça ne me plaise pas non plus, donc on va dire ouais, maintenant que tu as acheté les 5 premiers tomes, il faudrait que ça te plaise, ça serait bien tout de même. Mais toujours le vendeur, du coup j'ai demandé si ça valait le coup, tout ça. Et il m'a dit que oui, qu'en fait le côté horreur, alors horreur entre méga guillemets, hein, voilà, on n'est pas dans du manga d'horreur, on a du manga qui est un peu plus fantastique, sombre, fantastique si vous voulez, mais on n'est pas dans de l'horreur. Mais le côté horreur, notez bien les guillemets, serait là pour mieux justifier un côté qu'on va parler sur consacré. Cette phrase ne veut rien dire, je la refais. Le côté horreur ne serait qu'un prétexte pour parler de quelque chose de beaucoup plus humain finalement, au final. Je ne vais pas y arriver, ça ne veut foutrement rien dire. Le côté horreur de la série ne serait qu'un prétexte pour se consacrer à un sujet beaucoup plus humain. Voilà, cette phrase est enfin française. Je crois que ma caméra essaye de me dire que cette vidéo est décidément beaucoup trop longue et qu'il faut qu'elle s'achève au plus vite parce que ça fait la deuxième fois que je recharge un tout petit peu la batterie pour finir. En plus, voilà, je suis quasiment à la fin de la vidéo. Donc, concernant Dusk Maiden of Amnesia, je n'ai bien évidemment aucun avis pour l'instant au sujet de cette série étant donné que c'est toujours sous plastique, mais vous aurez une chronique à coup sûr au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, niveau fin de série, il y en a eu 2 pour ma part au mois de février. Donc, il y a eu la fin de King's Game Extreme de Nobuaki Kanazawa et Renji Koreyama, publié chez Kiyun. Donc ben là, tout simplement vidéo King's Game que je vous ai faite ultra récemment, où je vous parle donc de mon avis de la fin de cette saison 2, qui pour moi m'a plus convaincu que la fin de la saison 1, mais le roi est totalement what the fuck, donc ne cherchez pas quelque chose de plus plausible que la saison 1. Mais bon voilà, je reviens suffisamment sur la série dans ma dernière vidéo, donc je vous y renvoie. Et ensuite, niveau fin de série, il y a eu la fin de Crystal Sky of Yesterday de Pocket Chocolate, publié chez Kotoji dans leur collection Azen District. Donc celui-ci, je vous l'avais d'ailleurs montré dans mon book haul du mois de janvier, parce que le book haul du mois de janvier avait été filmé en retard, et du coup j'avais déjà acheté Crystal Sky of Yesterday. Donc je l'ai lu finalement quelques heures avant de tourner cette vidéo. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome 2, je l'ai préféré au tome 1 qui m'avait un tout petit peu déçu. Donc en fait le personnage principal revient sur son année de terminale qui est l'année de transition entre le monde adolescent si on veut et le monde adulte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est la fin où voilà, on a un petit... une petite avancée dans le temps où on regarde, on voit ce que les personnages sont devenus. Niveau dessin, c'est toujours aussi beau de ce côté-là, rien à dire. Niveau couleur, c'est magnifique. L'histoire ne m'a pas spécialement beaucoup touchée. Voilà, autant le dire, j'ai pas été émue de ce qui arrivait au personnage. Mais après, c'est un manga chinois, donc un manhwa, il me semble. Tranche de vie qui est tout de même bon, assez sympa. Il n'y a que 2 tomes. Ils sont vendus au prix de 11 €, ce qui est un tout petit peu cher, vous allez me dire, alors que les tomes sont tout fins. Mais bon, on paye la couleur, hein, tout simplement.
Ceci explique cela. Donc voilà une dernière image pour vous montrer la beauté du travail de Pocket Chocolate. Alors après, est-ce que je me procurerai d'autres œuvres de l'auteur? Je ne sais pas encore, je crois qu'il y a une autre œuvre qui va être publiée de cet auteur en France. Mais voilà, en tout cas je voulais tester une œuvre chinoise, celle-ci avait eu de bons avis. Donc voilà, mon avis est un petit peu mitigé, mais j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, donc du coup je vous conseille tout de même de tenter la série si celle-ci vous intéresse. Ainsi s'achève ce très long book haul du mois de février, j'espère néanmoins qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez commencé au mois de février, si elle peut être des séries parmi tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo qui vous intéresse, et si vous avez peut-être un avis différent du mien à leur sujet. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.